On poursuit ce Lexi Inside, on va parler du cadre juridique des fake news et des responsabilités avec mon invitée Julie Jacob, fondatrice du cabinet Jacob Avocat. Julie Jacob, bonjour. Bonjour. Alors on va parler des fake news qui posent des défis majeurs en matière de régulation, de responsabilité, de liberté d'expression. On va parler de tout ça ensemble, mais tout d'abord, quel est le cadre juridique des fake news? Alors le cadre juridique, il est assez ancien. On n'a pas vraiment de texte qui est vraiment très novateur, si ce n'est la loi Sren et le DSA, mais ça remonte à 1994 puisqu'on a la loi 1881 qui a été complétée et qui parle de fake news, c'est-à-dire une information qui est publiée de mauvaise foi et qui trouble la paix publique. Donc ça, c'est la loi de base qui a été enrichie avec la loi Sren et puis avec le DSA qui impose aux plateformes des obligations de transparence et des luttes contre les informations trompeuses ou mensongères. Alors comment se fait l'articulation entre la loi française et le DSA? Ben, je dirais que le DSA vient être implémenté en France avec notre loi nationale. On a donc tous les outils pour agir et on voit qu'on a des décisions qui commencent à tomber, aussi bien pour de l'information classique que pour les sujets autour de l'IA, parce que l'IA alimente aussi beaucoup de fausses informations, que les informations numériques en ligne, avec également les deepfakes, l'image qui est modifiée, la voix, et qui fait qu'il peut y avoir des informations trompeuses assez graves. Et en plus, ça se diffuse à grande échelle avec les réseaux sociaux, donc c'est vraiment un vrai fléau. Quelles sont les obligations des plateformes justement pour modérer ces contenus, ces fausses informations? Bah, les plateformes, elles ont une obligation de modération assez forte. Il y a des boutons de signalement qui sont pas toujours efficaces, malheureusement. Il y a normalement une modération qui est déjà algorithmique, mais normalement qui devrait être contrôlée. Donc, il y a la nécessité de retirer les contenus qui sont illicites. Et c'est là où on voit que la notion de fake news, elle est aux confins d'autres infractions. Ça peut être de la diffamation. On parle en ce moment beaucoup du cas de Brigitte Macron, dont on parle qu'elle serait un homme. Ça, c'est une fake news qui est diffusée, qui a pris un essor mondial énorme, qui est en vérité diffamatoire. Il y a une obligation de retirer les contenus. Ça existe en période également électorale, avec un focus plus fort sur les sujets des scrutins, quand une information peut influer sur un vote, où là, le référé fake news peut être lancé pour faire retirer une vidéo, une information fausse. Et aujourd'hui, pour vous, le dispositif, il est satisfaisant quant à la modération de ces contenus? Pas vraiment. Malheureusement, on sait que la modération existe, mais elle est assez aléatoire. Moi, j'ai parfois le sentiment d'être vraiment, face à de l'IA, d'avoir besoin de lancer la procédure judiciaire. Mais, il y a quand même Pharos qui existe, qui est normalement de plus en plus, staffé Qui et permet de équipé. signaler des comportements justement de fausses news, Voilà, fake news? exactement. Et puis, les référés, qui, aujourd'hui sont plus efficaces, des magistrats qui sont spécialisés, un pôle cyber au niveau pénal qui est très, spécialisé sur ces infractions et qui permet heureusement d'avoir des outils pour, lutter contre ces deepfakes ou ces fake news qui peuvent être, assez graves. On a parlé des plateformes, mais si on se concentre maintenant sur les auteurs de fake news, qu'est-ce qu'ils risquent? Quelles sont les sanctions? Alors aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont financières, jusqu'à 45 000 € d'amende, des peines de prison, jusqu'à 2 ans de prison. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il faut que les tribunaux soient sévères, hein. On a vu des cas qui pourraient être assez graves, l'affaire du faux Brad Pitt, l'affaire des fausses informations qui vont du complotisme, comme si, par exemple, vous savez, on parlait que le virus du Covid venait de laboratoires ou d'instituts médicaux, on parle d'informations qui peuvent être complètement mensongères. Donc il y a une vraie limite entre la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation. J'espère que les tribunaux vont être de plus en plus aguerris au niveau civil et au niveau pénal pour pouvoir réagir vite, surtout sur des choses qui peuvent toucher les mineurs. Et on l'a vu avec une vraie prise de conscience avec TikTok et avec d'autres plateformes qui sont aujourd'hui, grâce à notre ministre Clara Chapaz, étaient vraiment alertées sur les risques, notamment sur les mineurs.
Et pour vous, les tribunaux, comment ils réagissent par rapport justement à ces fake news? Est-ce qu'ils sont plutôt sévères ou ils protègent plutôt la liberté d'expression ou au contraire, ils vont faire attention à justement sanctionner ces fake news? Non, les tribunaux commencent à être parfaitement conscients des enjeux. Maintenant, il n'y a pas énormément de jurisprudence qui est tombée sur ces sujets. On est au début de ces jurisprudences et ces décisions. On a eu des décisions en matière de scrutin et de période électorale. On a eu des décisions sur la protection des mineurs, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est en train d'attendre les nouvelles décisions de justice qui vont arriver et je pense que la prise de conscience est désormais acquise. Quand vous parlez de prise de conscience, vous voulez dire quoi par là? Ben, c'est-à-dire que la protection, par exemple, des mineurs ou des personnes vulnérables grâce à la convocation de toutes les plateformes type TikTok, Snap, Meta, eh bien, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des plateformes et il faudra également que ça infuse chez les moteurs d'IA parce que je vois aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de fake news dans l'IA. Il faut savoir que l'IA, elle est alimentée, elle est feedée par de l'information et elle peut être nourrie par de l'information fausse. Oui, Donc, si elle est diffusée massivement sur les réseaux, ça va dans l'IA et donc ça se répand encore plus. exactement. Donc, tout dépend de l'IA qu'on utilise, de sa modération et du respect par le moteur d'IA de la réglementation européenne telle que le DSA. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser des IA qui ont une compliance européenne sur ces sujets, notamment de modération, de vie privée, de compliance RGPD, etc. Donc pour vous aujourd'hui, le vrai sujet, ce sont les moteurs d'IA? Je dirais que le moteur d'IA est une vraie source de deepfake et de fake news parce que on voit qu'il y a des informations fausses qui sont alimentées, notamment par des bots qui peuvent être des bots russes, ukrainiens ou autres, qui peuvent manipuler l'information au niveau politique, mais à d'autres niveaux. Donc, je dirais qu'au niveau de l'IA, il faut être extrêmement précautionneux, double, triple vérifier l'information prise sur son moteur d'IA qui aujourd'hui est presque en train de remplacer un moteur de recherche type Google. Vous pensez qu'à l'avenir, c'est vraiment la modération ou en tout cas le contrôle des données doit se faire sur ces plateformes absolument? C'est mon avis de ce que je vois en tout cas. Je sais qu'il y a eu des études qui ont montré que les moteurs de recherche, quand on leur donnait une information fausse, ben, ils pouvaient continuer à l'alimenter. On l'a vu sur des sujets anti-vax. Est-ce que le vaccin donne des répercussions médicales? Et quand on pose la question, on voit que l'IA peut nourrir une fausse information et c'est là le vrai danger. On va conclure là-dessus. Merci Julie Jacob. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Julie Jacob Avocat. On poursuit ce Lex Inside et on va parler tout de suite santé et deep tech.